Vas-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette dernière visio en principe des universités des maires, à moins qu'on décide d'en remettre quelques-unes, mais voilà, en théorie, c'était la dernière du programme, donc consacrée à la voirie communale. Donc, c'est Louise Larcher de l'AMS qui va vous faire la partie juridique, et puis ensuite, c'est une personne, un intervenant des Routes de France qui interviendra sur une partie plus opérationnelle et technique. Voilà, je pense que bon, on va pas perdre plus de temps et puis je vous propose de commencer et puis je vous rappelle que comme d'habitude, l'enregistrement et le support sont disponibles sur notre site internet, soit dès aujourd'hui, soit demain, mais vous retrouverez tout ça sur le site si vous souhaitez ensuite le partager avec vos collègues. Je te laisse la parole, Louise. Merci Madame la directrice. Madame le maire, monsieur le maire, madame, monsieur, bonjour à tous. Donc, je me présente à nouveau. Je m'appelle Louise Larcher. Je suis conseillère technique à l'Association des maires de France et je suis en charge des dossiers d'urbanisme, de mobilité, d'accessibilité et de voirie, ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter le régime juridique de la voirie communale. Alors, je vais vous partager mon document, ce sera quand même plus simple. Alors, où est-ce qu'il est? C'est ça. Partager. Ouais, alors. Voilà. Voilà. Affichage, mode lecture. Est-ce que tout le monde voit bien le. Alors, je sais. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est en plein écran. Alors, parfait. Voilà. Mais tu n'as plus le chat, j'imagine. Non. C'est pas grave, on te donne. D'accord. Parfait. Alors, la voirie, c'est le premier patrimoine communal. Elle est au carrefour de multiples enjeux juridiques, financiers et techniques que vous devez appréhender pour optimiser sa gestion. La France compte 1 million de kilomètres de routes. Au 31 décembre 2017, la longueur totale du réseau routier du département du Loir-et-Cher est de 10 038 km, qui se répartissent en 165 km d'autoroutes, 47 km de routes nationales, 3 400 km de routes départementales et 6 402 km de voies communales. En moyenne, chaque commune de l'Hexagone est en charge de 17 km de voirie. C'est un patrimoine qui pèse lourd dans votre budget en termes d'entretien et surtout d'investissement. Dans certaines communes, il peut facilement absorber 30% de la capacité d'investissement. Face à cette situation, il est donc primordial pour vous, élus, de bien maîtriser la gestion de votre voirie, et cela passe d'abord par une bonne connaissance de votre patrimoine. Il est important pour vous de connaître le statut juridique de la voirie, et c'est l'objet de cette université. Alors, une voie ouverte à la circulation, elle va comprendre la chaussée, mais aussi des dépendances, donc les trottoirs, les accotements, les voies cyclables, des blais, parkings, chemins piétonniers, etc. Il est donc important de pouvoir identifier toutes les voies du domaine communal et de connaître les droits et obligations qui s'y attachent, notamment en matière de cession. La voirie communale comprend différentes notions, domaine privé, domaine public, entretien, surveillance, responsabilité, etc. Et ce sont toutes ces notions que nous allons appréhender dans l'heure qui suit. Donc nous aborderons sur le plan juridique les procédures de classement et de déclassement, l'alignement, l'alignation, la suppression et la gestion intercommunale de la voirie. Sur le plan technique, on évoquera l'entretien de la voirie communale, la gestion des ouvrages d'art et les passages à niveau. Et sur le plan financier, je vous présenterai brièvement les participations et les taxes existantes pour financer la gestion de votre voirie. Ma présentation sera ponctuée de conseils juridiques types que je reçois quotidiennement pour vous illustrer des cas pratiques qui pourront, je l'espère, répondre à vos problématiques de gestion de voirie sur vos territoires. Alors, les premiers textes qui sont encore en vigueur, ils remontent au XIXe siècle avec notamment la loi du 25 avril 1836 définissant les chemins vicinaux et celle de 1881 introduisant la notion de chemins ruraux. L'ordonnance du 7 janvier 1959 a quant à elle défini précisément le contenu de la voirie des collectivités locales. Il y a donc les voies communales qui sont régies par le Code de la voirie routière et les chemins ruraux qui sont régis par le Code rural. Les voies communales qui relèvent du domaine public de la commune doivent répondre à un double objectif de circulation
et de desserte et être conçus en conséquence. Leur entretien est obligatoire et toutes les décisions concernant leur emprise, donc les décisions de classement, de déclassement, d'alignement, d'aliénation, agrandissement, redressement, remembrement, etc., doivent faire l'objet d'une délibération du conseil municipal après enquête publique. Le chemin rural, quant à lui, appartient au domaine privé de la commune. Par essence, il est situé hors zone urbaine. Il est affecté à l'usage public, mais n'a pas fait l'objet d'une procédure de classement. Il existe ainsi 600 000 km de chemins ruraux en France. Donc on va détailler plus précisément ce qu'est la voie communale. Les voies communales sont par nature inaliénables, sauf après une procédure de déclassement régulière qu'on évoquera plus tard, et imprescriptibles, ce qui signifie que personne ne peut se les approprier par un usage même de 30 ans. C'est la fameuse prescription acquisitive. Les dispositions relatives à la voirie communale ne prévoient pas l'obligation pour les communes de tenir un tableau et une carte des voies communales. Toutefois, la circulaire du 31 juillet 1961 relative à la voirie communale recommande l'établissement par chaque commune d'un tableau des voies communales ainsi qu'une carte de ces voies soumis à l'approbation du conseil municipal. Ces éléments permettent aux communes d'avoir un inventaire de leurs voies communales et constituent des pièces sur lesquelles le juge administratif s'appuie dans le cadre de contentieux relatifs à la propriété de ces voies. L'entretien des voies communales est obligatoire. Elle ouvre plusieurs droits aux riverains, des droits de vue, des droits d'accès et des droits de déversement des eaux de ruissellement. Enfin, elle attribue des pouvoirs de police qu'on détaillera par la suite. Les chemins ruraux ont une importance essentielle dans la vie communale. Leur existence, leur entretien, leur utilisation, leur suppression éventuellement, donnent lieu à de fréquents contentieux. Les principales caractéristiques du chemin rural sont qu'ils appartiennent au domaine privé de la commune. Les chemins ruraux ne sont par nature ni inaliénables ni imprescriptibles, ce qui signifie qu'un particulier peut se rendre propriétaire par un usage public, paisible, continu et non équivoque de 30 ans ou en cas de bonne foi de 10 ans. C'est la prescription acquisitive. Il ouvre des droits de servitude aux riverains, des servitudes de passage, des servitudes de vue, de déversement des eaux de ruissellement et un droit de préemption. Son entretien n'est pas obligatoire, mais il existe une obligation de conservation et de surveillance. Il n'existe pas d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux pour les communes. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, comme on l'a vu, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Toutefois, dès lors que la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural, elle a ainsi accepté d'en assumer l'entretien. Sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal. La délimitation du chemin rural se fait par plan parcellaire ou par bornage. Le chemin il peut être vendu, il est aliénable, suite à une décision et une délibération municipale après enquête publique. Par ailleurs, le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux. Il doit ainsi veiller à la sauvegarde de l'intégrité des chemins ruraux de manière à assurer la sécurité de la circulation des usagers. Alors, les demandes de conseil juridique sur les chemins ruraux sont extrêmement nombreuses. Je vous ai sélectionné une question type qui m'a été posée pas plus tard qu'hier par un élu et qui va nous permettre de balayer les obligations d'entretien et la responsabilité du maire sur les chemins ruraux. Donc, la question était la suivante. La responsabilité d'un maire peut-elle être engagée pour défaut de déneigement et de salage d'un chemin rural emprunté régulièrement par des enfants pour allier le quart de ramassage scolaire? Donc cette question est intéressante parce qu'elle nous permet de voir à la fois les obligations d'entretien et à la fois la responsabilité du maire. Donc pour les obligations d'entretien, c'est l'article 161-1 du Code rural qui dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. En considération de ce statut, aucun texte ne prévoit l'inscription des coûts d'entretien des chemins ruraux aux dépenses obligatoires mises à la charge des communes, comme cela est prévu pour ce qui concerne les voies publiques communales. Toutefois, et c'est important, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin. Elle a ainsi accepté d'en assurer l'entretien.
En outre, il revient au maire, en application de l'article L161-5 du Code rural, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toutes les mesures destinées à sauvegarder l'intégrité des chemins. Alors, sur la responsabilité du maire, il convient de distinguer la responsabilité de la commune et celle du maire. C'est l'article 2216-2 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale. Le juge administratif a considéré, au sujet du déneigement des voies ouvertes à circulation publique, que le maire peut décider de ne pas procéder au déneigement de l'ensemble des voies. Cette décision doit alors se fonder sur l'importance et la nature de la circulation publique. En ce sens, il convient d'apporter une atténuation à la charge qui pèse en ce domaine pour les petites communes, en raison du coût considérable que représente l'entretien des voies. S'agissant du maire, sa responsabilité civile pour faute personnelle, donc détachable du service, ne peut être que très exceptionnellement mise en cause. En revanche, sur la base du Code pénal, et plus précisément de l'article 121-3, la responsabilité pénale du maire pourra être recherchée pour des faits d'imprudence ou de négligence. Il existe en effet un délit en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Alors, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions sur la gestion des chemins ruraux? Sinon, on passe tout de suite aux polices relatives à la voirie communale. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non? Oui, Allez-y, prenez la parole, on n'est pas nombreux. Voilà, ça va aller très vite, hein. C'est un chemin rural qui est entretenu habituellement par la mairie. Et donc, il a été endommagé par la livraison de nourriture pour des vaches. Mmh. Et ce chemin est vraiment maintenant abîmé par ce gros camion qui est venu et n'a pas été nettoyé du tout. Donc, il est complètement recouvert de boue et le maire ne fait rien. Est-ce que le maire enfin, je fais partie de la commission voirie, hein, à l'UNE. Donc, je voulais savoir si c'est à nous à le faire. Alors, sachez, on va l'étudier tout à l'heure pour l'entretien. Alors, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Parce que du coup, j'ai un écho qui revient. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, pour l'entretien des chemins ruraux, on va l'étudier plus tard. À partir du moment où la commune a entretenu ce chemin, c'est comme on le voyait pour l'exemple précédent, pour cette question type, le maire s'est déclaré responsable de l'entretien de ce chemin. Donc, sa responsabilité engagée, il doit en fait entretenir ce chemin. En revanche, si les dégradations sont dues au camion, donc à une entreprise, il peut se retourner envers cette entreprise pour l'aider à remettre le chemin en état. Il peut même la mettre en demeure. Donc, on verra tout à l'heure toute la procédure qu'il faudra qu'il mette en place pour entretenir ce chemin. Mais en tout état de cause, c'est au maire d'agir. Et donc, je n'ai pas retenu votre statut, mais il faudra proposer au maire d'intervenir sur ce chemin rural, parce qu'à partir du moment où il l'a entretenu une fois, il est censé l'entretenir au quotidien, et s'il est dégradé, du coup, de demander à l'entreprise de le remettre en état. Alors, si on le voit plus tard, du coup, ça va répondre à la question de Oui. Franck qui posait la question de comment obliger des débardeurs à refaire le chemin rural. Oui. Et Madame Le Troquier aussi, Le Troquier-Valère a une question, ainsi que Maryse Morève. Même question concernant les interventions des exploitants forestiers qui endommagent les chemins ruraux lorsque ceux-ci sont abîmés. Alors tout ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans la partie technique. Voilà. Donc c'est l'entretien, ça va venir par la suite. On va y répondre après. Voilà. L'entretien, c'est un gros chapitre de la gestion des voiries communales et des chemins ruraux. Catherine Le Troquier, peut-être. Oui, vous m'entendez? On vous entend. Très bien. Bonjour à tout le monde. Oui, moi j'ai une question parce qu'en fait j'avais un chemin rural qui était emprunté systématiquement par pas mal de gens en voiture qui roulaient très vite pour éviter le centre-bourg. Et donc on a décidé en conseil municipal de poser une barrière, une barrière qui peut s'ouvrir bien sûr, et on a mis des panneaux comme quoi ce chemin était réservé uniquement donc aux riverains et aux véhicules agricoles.
Et donc, ma question, c'était, depuis, j'ai des riverains qui en fait m'ont posé la question de savoir si les pieds de ma barrière empiétaient ou pas chez eux. Donc, est-ce qu'au niveau emprise, je crois qu'il n'y en a pas sur les chemins ruraux. Donc, est-ce qu'il faut que je leur demande, s'ils ont un doute, de faire un bornage par un géomètre, par exemple? Alors oui, vous pouvez. En revanche, sur les chemins ruraux, normalement, ils doivent être ouverts à la circulation du public. Donc, vous ne pouvez pas réserver finalement le passage d'un chemin rural oui, normalement, il est censé rester ouvert. Et sur la question du bornage, je vous encourage, oui, à faire appel à un géomètre, enfin, alors, à les encourager à faire un bornage. Ça vous permettra au moins d'être sûr sur ce chemin et de pouvoir l'exploiter comme bon vous semble. En revanche, faites attention sur cette barrière. Si vous voulez, je vais vous donner mon adresse mail et je vous enverrai différentes jurisprudences qui pourront vous guider là-dessus pour vous permettre voilà, de comprendre heu, tout le risque que vous encourez si vous bloquez en fait le passage d'un chemin rural. Normalement, il est ouvert à la circulation publique, donc il doit être ouvert à tous. D'accord, ok, Voilà. merci. Excusez-moi, c'est Franck, là, le maire. Je suis le maire de la commune de Gire-Sologne. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Maire. Par rapport à ce que vous venez de dire, là, par rapport à la fermeture des chemins, s'il y a un arrêté préfectoral et comment dire, un arrêté municipal, on peut très bien les fermer hein, à la circulation routière. Oui, oui, bien sûr, mais vous pouvez pas poser de barrière comme ça en fait, sans suivre une Ah non, il certaine faut un arrêté, effectivement. Voilà. Oui, voilà. Non, mais bien sûr. Parce que nous, c'est ce qu'on a fait sur la commune. Oui, mais vous pouvez pas en fait sans décision du conseil municipal Voilà. ou vous pouvez pas en fait poser une barrière ou limiter l'accès à un chemin à une certaine catégorie de population en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, Voilà. c'est pas totalement interdit. Non, non, c'est pas totalement interdit. En revanche, c'est quelque chose qui se fait en consultation parce Voilà. que ça appartient au domaine privé de la commune, donc on peut pas, voilà, on peut pas poser des barrières comme on le souhaite et on peut même se retourner en fait contre la commune si on interdit le passage. Correctement, non, mais bien sûr. Absolument. Voilà. Et c'est tout. Merci. Merci pour cette précision. Du coup, ça répond aussi à la question de Baptiste qui demande si on peut interdire le passage de quad sur un chemin rural. Ouais. Donc, on ne peut pas réserver le chemin à une catégorie de véhicules. C'est ça? Voilà, sauf si vous prenez un arrêté et que vous, du coup, vous réglementez. Et aussi pour des raisons d'entretien de la voirie et de sécurité. Donc, c'est ce qu'on va voir après avec les pouvoirs de police. Vous pouvez, pour des raisons de sécurité, très bien interdire le passage de quad ou de véhicules qui pourraient être dangereux pour vos administrés. On va reprendre une dernière question sur les chemins ruraux parce qu'on pourrait y passer la matinée sur les chemins Ouais, ruraux. c'est très dense. Je pense que Caroline vous proposera même une formation sur ce sujet. Ça ferait l'objet d'une formation d'une journée, je pense. Là, on est vraiment là pour Mais sachez balayer un petit peu. J'ai quand même Gérald Gachet qui demande des explications sur les 10 et 30 ans concernant le passage d'un chemin rural en chemin privé. Alors, c'est la prescription acquisitive, donc il n'est pas possible sur une voie communale, mais qui est possible sur un chemin rural. Et c'est une question qui me revient presque de façon hebdomadaire sur les chemins ruraux. À partir du moment où une personne a utilisé ce chemin rural pendant 30 ans de manière paisible, continue et publique, elle peut se prévaloir de la prescription acquisitive. Cette prescription acquisitive donne lieu à un nombre de contentieux inimaginable. Et il y a finalement, il faut étudier chaque cas d'espèce. Par exemple, là dernièrement, j'ai une commune qui m'a appelée et il y avait un chemin qui était frappé d'une prescription acquisitive. Ça faisait 30 ans que l'agriculteur, en fait, utilisait ce chemin pour exploiter sa culture. Et finalement, en épluchant le dossier, je me suis rendu compte qu'il y avait 10 ans de ça, il avait demandé à acheter ce chemin. Donc, en demandant d'acheter ce chemin, il avait en fait plus ou moins avoué qu'il n'était pas propriétaire. Donc, ça faisait tomber la prescription. Ça, c'est un détail parmi tant d'autres de la fragilité de la prescription acquisitive. Donc, si vous avez des questions sur une prescription qui est sur votre territoire, je vous invite à m'envoyer un mail avec les détails de cette prescription parce qu'elle est très sensible. Elle nécessite un cumul en fait, de faisceaux pour permettre d'acter la prescription acquisitive. Donc, elle est possible, mais elle n'est pas toujours efficace, enfin pas toujours efficiente sur le chemin rural. Voilà. On avance? On avance. Alors, on passe à la police.
relative à la voirie communale. Donc, je me suis juste permis de rappeler sur le chat qu'on était bien en session de sensibilisation. Donc, c'est vrai que je sais que les collectivités, vous avez beaucoup de cas pratiques. On reproposera des formations beaucoup plus approfondies d'une journée, donc avec plus de cas pratiques aussi et plus de temps d'approfondissement de chaque notion. Et puis par ailleurs, en effet, comme le disait Louis, si vous avez des questions juridiques, vous nous les posez à l'association. Je vais vous remettre sur le chat l'adresse juridique de l'association des maires. Soit on répond en direct ou si on a besoin d'un complément, on se rapprochera de Louise, mais on est tout à fait, Lucie est tout à fait opérationnelle pour répondre à vos questionnements sur les chemins et la voirie. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour vos questions précises. Voilà, c'est juste une petite aparté. Merci. Oui, bien sûr. Mais en plus, je suis en relation avec Lucie Faquet, donc oui, bien sûr, bien entendu. En plus, sur les chemins ruraux, je pense qu'elle est à la pointe, donc n'hésitez pas à la contacter. Alors, pour la police relative à la voirie communale. Donc, le maire est titulaire de la police générale sur toutes les voies de la commune, à l'intérieur et à l'extérieur de l'agglomération, excepté sur les routes à grande circulation. Il doit donc assurer la sûreté et la commodité du passage, l'entretien, le stationnement, la limitation de vitesse, le tonnage, l'éclairage, etc. Pour rappel, sur les chemins ruraux, le maire exerce la police de conservation et de la circulation. C'est le fameux article L61-5 du Code rural qu'on a étudié dans le cas pratique précédent. Le maire a un pouvoir de réglementation de la circulation et un pouvoir de sanction contre les dégradations sur les chemins ruraux. Il existe enfin un régime d'autorisation d'obligation pour les travaux en bordure ou sur les voies. Une autorisation ou une permission de voirie doit être demandée par les propriétaires riverains. C'est l'objet du prochain slide qui définit les modalités de l'utilisation privative de la voirie. Donc le principe, la liberté et l'égalité d'accès au domaine public n'exclut pas une utilisation privative, entendu au sens où l'usage qui en est fait par une personne exclut que le public dans son ensemble puisse y avoir accès sans condition. Mais celle-ci doit être autorisée préalablement par le représentant qualifié de la collectivité propriétaire. Donc c'est vous, le maire en l'occurrence. Et comporte généralement une contrepartie du service rendu par le versement d'une redevance. C'est l'exemple, par exemple, des commerçants dans les halles de marché. L'utilisation privative du domaine public communal peut être fondée en droit, soit sur un contrat passé avec la commune, soit, et c'est le plus souvent en pratique, sur une autorisation unilatérale délivrée par le maire. Il s'agira, selon le cas, du permis de stationnement ou d'une permission de voirie. Donc, pour le permis de stationnement, il s'agit d'utilisation privative ne comportant pas de modification du sol. C'est l'exemple des terrasses de café ou de l'étalage sur les trottoirs. L'autorité compétente pour délivrer ces permis est celle qui est chargée de la police de la circulation sur le domaine, c'est-à-dire le maire pour la commune, à qui il appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer l'utilisation privative de ce domaine et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d'une autorisation dont il détermine alors les conditions d'obtention. Pour les permissions ou autorisations de voirie, elles impliquent au contraire l'exécution de travaux qui modifient l'assiette du domaine. Ça va être l'exemple des kiosques à journaux ou des distributeurs de carburant, par exemple. C'est le gestionnaire de la voirie qui délivrera ou refusera les permissions de voirie, mais par application des articles 2213-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le préfet pourra accorder ces permissions si le refus du maire n'est pas fondé sur des considérations d'intérêt général. Le montant de la redevance est fixé par une délibération du conseil municipal, mais conformément aux règles habituelles de la comptabilité publique, celle-ci est recouvrée à la diligence du maire et du comptable municipal. Si vous n'avez pas de questions sur les modalités privatives, on va voir la slide suivante qui est relative à la sécurité routière. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de questions, donc je passe à la slide suivante. Alors, afin de garantir la sécurité routière, le maire peut interdire la circulation sur certaines parties de la voirie communale ou renforcer en agglomération les limitations de vitesse. Il peut également faire procéder à des aménagements, par exemple le rétrécissement des chaussées, la création d'îlots giratoires, de ronds-points, l'élargissement des espaces piétons ou réservés aux cyclistes, la création de zones 30 ou de zones de rencontre, donc c'est les zones à 20 km/h. Il peut aussi aménager des points d'arrêt de transport scolaire, etc.
Il peut également nommer au sein de chaque conseil municipal un correspondant sécurité routière. Ce sera alors l'interlocuteur privilégié de la préfecture. Il y a une nouveauté de la loi d'orientation des mobilités, donc c'est la fameuse LOM qui a été adoptée en décembre 2019, qui prévoit, afin d'assurer la sécurité des cheminements piétons, qu'aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée à 5 mètres en amont des passages piétons. Alors, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel. C'est les EDP, c'est tout ce qui est trottinette, gyropode, etc. Ces dispositions de l'article 52 de la LOM sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées et doivent avoir été obligatoirement faites au plus tard le 31 décembre 2026. Alors, c'est maintenant que nous allons étudier le chapitre très technique de l'entretien de la voirie. L'entretien de la voirie du domaine public communal constitue une dépense obligatoire. C'est l'article 2321-2 du Code général des collectivités territoriales qui donne une liste des dépenses obligatoires à la charge de la commune. Au nombre de ces dernières figurent au 20e de cet article les dépenses d'entretien des voies communales. Cette notion doit être interprétée au sens juridique strict du terme. Au sens de voie communale ne figurent que celles comprises dans le domaine public. Ne figurent donc ni les voies publiques relevant du domaine privé, donc les chemins ruraux, ni à plus forte raison les chemins privés. Et même pour les voies publiques, ne sont obligatoires que les dépenses d'entretien, celles qui doivent assurer l'état d'entretien normal du domaine public à l'exclusion de tout autre travaux. Dès lors, cette obligation d'entretien ne concerne ni les travaux d'élargissement, ni les travaux d'amélioration des voies publiques. Le droit d'accès à la voirie de la commune ne comporte de plus aucun droit à l'amélioration de la voie. Il y a entretien normal d'une voie si les obstacles qui peuvent s'y trouver sont seulement ceux que l'on doit pouvoir s'attendre. Par exemple, ça va être un trou de faible surface ou alors des graviers de peu d'importance. Ou bien l'obstacle est plus important et il doit alors faire l'objet d'une signalisation suffisante compte tenu des circonstances de temps et de lieu. C'est par exemple pour un arbre abattu ou une flaque de carburant ou alors des gravillons qui sont déversés en grande quantité. Ou alors l'obstacle, quoique important et non signalé, est apparu trop soudainement pour que la commune propriétaire puisse à temps le faire disparaître ou installer une signalisation. Alors, au vu de cette définition, vous doutez bien que les demandes de conseil juridique sur l'entretien de la voirie sont nombreuses et je vous ai sélectionné une demande de conseil qui revient souvent sur ce sujet. Donc, c'est une demande assez simple. C'est quelles sont les conséquences du défaut d'entretien normal? Ce défaut, il entraîne la responsabilité de la commune vis-à-vis de toute victime, sauf cas de force majeure ou de faute de cette dernière. Et devant les juridictions, la victime n'a à prouver que le lien de cause à effet entre l'obstacle et l'accident. Il s'agira à la fois des usagers de la voie, donc l'automobiliste, le motocycliste, le cycliste ou le simple marcheur qui circulait et qui a été victime d'un accident. La commune garde la possibilité de prouver qu'il n'y avait pas de défaut d'entretien de sa voirie. Il peut s'agir aussi des tiers par rapport à la voie. Donc c'est par exemple le riverain dont la propriété a été endommagée par l'éboulement d'un talus. Donc les conséquences de défaut d'entretien peuvent être très lourdes pour une commune. C'est pourquoi il est très important d'en connaître les caractéristiques. L'entretien des voies, c'est l'ensemble des actions qui permettent de garder la voie conforme à son utilité normale. La remise en état, le renouvellement de la surface par exemple. L'aménagement des voies, il va au-delà de l'entretien. C'est l'acte de modification substantielle de la voie, l'amélioration et de la valorisation de celle-ci. Ça va être par exemple l'élargissement, le redressement, l'amélioration de sa résistance mécanique. La création de voies correspond à l'ouverture et à la réalisation matérielle et intégrale d'une voie nouvelle. Il s'agit là d'une dépense d'investissement. Et il y a enfin l'élagage des arbres. Donc les arbres, les branches et les racines qui dépassent sur les voies communales doivent être coupés à l'aplomb de l'alignement de ces dernières aux frais des propriétaires. Donc pour mieux appréhender cette définition, je vous ai sélectionné 2 questions types que vous vous poserez forcément un jour sur la gestion de l'entretien de votre voirie. Donc ces 2 questions sont donc, après une mise en demeure,
délaguer ces arbres dangereux en bordure d'une route et dans le cas où le propriétaire ne réagit pas, le maire peut-il faire appel à une entreprise privée et lui transmettre la facture? Et la deuxième question que je reçois assez souvent, c'est quelles sont les obligations de la commune et des administrés sur le ramassage des feuilles et l'enlèvement des boues ou de déneigement? Alors, sur la première question, au titre de ses pouvoirs de police, le maire peut faire exécuter d'office, aux frais des propriétaires défaillants, les travaux d'élagage sur les voies. Les mises en demeure doivent être précédées d'une procédure contradictoire. En cas de danger grave ou imminent, par exemple un arbre qui est susceptible de tomber sur la voie, il peut prendre d'office, aux frais de la commune, les mesures exigées par les circonstances après une mise en demeure qui est non suivie des faits. Dans cette dernière hypothèse, il paraît préférable de faire constater au préalable par une personne compétente. Généralement, c'est les agents de l'Office national des forêts, de l'ONF. Donc, il faut lui faire constater l'imminence du danger, à moins que celle-ci soit évidente pour tout un chacun. Car s'il s'avérait ultérieurement que l'arbre était sain, solidement implanté et ne risquait pas de tomber, le maire pourrait se voir reprocher d'avoir commis une voie de fait en faisant procéder à la coupe et la responsabilité de la commune se trouverait alors engagée. Sur la deuxième question, c'est l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'une des missions de la police municipale est d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques en ce qui comprend le nettoiement. En outre, le maire prend des arrêtés à l'effet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa diligence et à son autorité. Dès lors, la jurisprudence a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer le trottoir situé devant leur habitation. Ceci inclut aussi le déneigement des trottoirs. Les voies privées ouvertes à la circulation publique sont aussi concernées, ainsi que les trottoirs qui dépendent du domaine public routier. Si l'autorité municipale ne met pas en œuvre les mesures réglementaires nécessaires pour permettre la commodité de passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques, le préfet peut, après une mise en demeure restée infructueuse, se substituer au maire afin d'édicter des mesures adéquates. Nous le verrons plus tard, mais notez dès à présent que parmi les recettes fiscales de la commune, y figure la taxe de balayage. Et pour votre complète information, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux propriétaires des immeubles de dégager la neige qui sont sur leur toit. Néanmoins, en cas d'accident, le juge appréciera si les précautions nécessaires avaient été prises par les propriétaires des immeubles, notamment dans les régions où les chutes de neige sont abondantes. En cas de négligence avérée, c'est le propriétaire qui commet une faute et qui engage sa responsabilité et non le maire. Est-ce que sur ces questions type, vous avez des remarques ou des interrogations? Je vais essayer de mettre le chat. Quel délai entre Alors mince. Quel délai entre envoi, mise en demeure et possibilité de faire les travaux? Alors si vous voulez, je vous communiquerai tous les délais. Là, je ne les ai pas tout de suite en tête sur les mises en demeure. C'est du pur juridique. Je vous enverrai ça. Je donnerai ça à Lucie Faquet sur les délais, comme ça elle pourra vous les communiquer. Hop, est-ce qu'il y avait... Mince. Oups, j'ai arrêté le partage d'écran, excusez-moi. Non, mais on va avancer, Louise. Oui, parce que sinon on va vite arriver à l'heure. Oui, on va avancer. Donc on va passer aux procédures d'alignement. Hop. Donc le principe, il est codifié à l'article L141-3 du Code de la voirie routière qui permet d'utiliser la procédure du plan d'alignement pour l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. L'alignement, c'est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier et des propriétés riveraines. Il est fixé par un plan d'alignement ou un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine ainsi la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. Ce plan s'applique aux voies publiques, il ne s'applique ni aux chemins ruraux ni aux voies privées. Notez que le plan d'alignement ne peut servir à l'aménagement de voies nouvelles ou au déplacement de voies existantes. Or, un élargissement trop important a pu être assimilé par la jurisprudence à la création d'une voie nouvelle. L'adoption du plan d'alignement se fait par délibération du conseil municipal après une enquête préalable. Donc la procédure, elle commence par une enquête publique
c'est le maire qui désigne par arrêté un commissaire enquêteur et il précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures ou le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'arrêté du maire est publié par voie d'affichage au moins 15 jours avant l'ouverture de l'enquête. Le dossier doit contenir une notice explicative, un plan de situation, une appréciation sommaire par nature de dépenses à effectuer, l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, elle est obligatoire si les travaux présentent un coût supérieur à 1 900 000 €. Le dossier contient aussi un plan parcellaire, la liste des propriétaires des parcelles qui sont comprises tout en partie dans l'emprise du projet, et éventuellement un projet de plan de nivellement. Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles concernées, par pli recommandé avec avis de réception. Enfin, le plan d'alignement est approuvé par délibération du conseil municipal au vu des résultats de l'enquête. Alors, le conseil municipal peut passer outre les conclusions défavorables du commissaire enquêteur, mais par une délibération qui doit être motivée. Bon, cette procédure étant assez complexe, je vous ai mis en référence une fiche complète du CEREMA que vous trouverez ici. Le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques d'environnement, de la mobilité et de l'aménagement qui produit de nombreuses fiches techniques qui sont bien pratiques pour l'AMF. Alors, la possibilité pour le conseil municipal de procéder au classement ou au déclassement d'une voie comprise dans le domaine public, généralement pour procéder à son aliénation ou pour l'incorporer aux chemins ruraux, est prévue par le Code de la voirie routière à l'article 141-3 et suivant. Le fait de déclasser fait perdre à la voie en cause des garanties que donne un tel classement. C'est par exemple l'imprescriptibilité. La procédure, elle comporte un vote explicite du conseil municipal et une enquête publique dans certains cas. En effet, les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Le dispositif de principe vise expressément les cas où le classement ou le déclassement qui ne font pas sortir les voies du domaine public routier. Dès lors, il s'agit de donner une nouvelle affectation à ces voies. L'enquête préalable aux décisions de classement ou de déclassement demeure requise. Il en résulte que l'ouverture à la circulation publique d'une route existante, qui n'est pas classée dans le domaine public routier communal, ne nécessite pas d'enquête publique. Ces cas concernent surtout le classement des chemins ruraux qui relèvent du domaine privé dans la voirie communale. En revanche, s'il s'agit de la construction d'une route nouvelle qui nécessite l'acquisition de terrain, l'enquête publique est maintenue. Et attention, l'absence ou même l'irrégularité de cette enquête, quant à elle nécessaire, entraîne l'irrégularité de la procédure de déclassement. Donc, il est nécessaire pour vous de bien analyser si on a besoin d'une enquête ou pas. Il existe des déclassements de fait. Donc, certains biens du domaine public peuvent faire l'objet d'un déclassement de fait. Les biens du domaine public des collectivités territoriales sont, comme on l'a vu, inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent être vendus sans avoir été préalablement désaffectés et déclassés. En général, le bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement. Mais, pour les délaissés de voirie, un déclassement de fait, sans intervention d'un acte administratif de la collectivité propriétaire, est possible. La disparition de la domanialité publique résulte du fait que ces terrains, places, rues et impasses ne sont plus utilisés pour la circulation. En dehors des délaissés de voirie, il ne peut y avoir déclassement de fait et, en l'absence d'un acte juridique de déclassement, le bien continue de faire partie du domaine public. Alors, on va passer au nerf de la guerre, on va passer au financement. Donc, je me répète, mais les communes sont tenues d'assurer l'entretien des voies communales. C'est l'article L2221-2 20e du CGCT qui consacre le caractère obligatoire de cette dépense. Nous l'avons vu, cette obligation d'entretien est à même d'engager votre responsabilité, compte tenu des accidents de la circulation qui peuvent être liés à une défaillance d'entretien de ce patrimoine routier. Or, des recettes sont à même d'aider à couvrir les dépenses relatives à la voirie, en complément des autres ressources budgétaires.
Il y a donc, comme vous le voyez, la contribution spéciale pour dégradation causée aux voies communales, les droits de voirie, la taxe de balayage et les cas des chemins ruraux. Donc, la contribution spéciale pour dégradation causée aux voies communales, elle est codifiée à l'article 141-9 du Code de la voirie routière, qui dispose que toutes les fois qu'une voie communale est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales dont la quotité est proportionnelle à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestations en nature. À défaut d'accord amiable, elles sont fixées sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après une expertise, et recouvrées en matière d'impôt direct. Les détériorations anormales des chaussées résultent généralement du poids ou de la vitesse des véhicules incriminés ou du chargement lié notamment à l'exploitation de mines, de carrières ou de forêts. Les dégradations doivent faire l'objet d'une évaluation par les services techniques de ressort, évaluation qui sera ensuite notifiée par le maire au responsable des dégradations. En cas de désaccord de celui-ci, il incombera à la commune de saisir le tribunal administratif qui se prononcera sur la base d'une estimation contradictoire des dégradations concernées. Le dédommagement de la commune peut aussi être réalisé sous forme de prestations en nature. Pour les droits de voirie, c'est l'article 2331-4 dixièmement du Code général des collectivités territoriales qui cite parmi les recettes communales le produit des droits de voirie. Ces droits de voirie peuvent être demandés par la commune, principalement à l'occasion de travaux d'accès à une propriété riveraine de voies municipales ou de travaux de construction ou de réparation d'immeubles jouxtant la voirie communale. Les travaux en cause suscitent fréquemment une occupation provisoire du domaine public de la commune par l'installation, par exemple, d'échafaudages, par la pose de bennes à gravats ou le dépôt de matériaux ou encore le stationnement d'engins de chantier. Le tarif de ces droits de voirie est fixé par délibération du conseil municipal. Nous avons ensuite la taxe de balayage. Donc, c'est l'article 2333-3, troisièmement du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité d'instituer la taxe de balayage par délibération à prendre avant le 1er octobre pour une application l'année suivante. C'est l'article 1528 du Code général des impôts qui précise les modalités relatives à cette taxe. Celle-ci est due par les propriétaires riverains des voies de circulation publique et elle est assise sur la surface de ces voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une surface égale à la moitié des voies dans la limite des 6 mètres. Le tarif est voté par le conseil municipal et peut être différencié selon la largeur de la voie. Alors attention, l'institution de la taxe de balayage n'est pas de nature à exonérer les riverains de leur obligation de déneiger en hiver le trottoir devant leur habitation. Il y a certains cas de chemins ruraux aussi qui bénéficient de financement. En principe, comme on l'a vu, l'entretien des chemins ruraux n'est pas obligatoire. Néanmoins, l'article 161-8 du Code rural dispose que des contributions spéciales peuvent, dans des conditions prévues pour les voies communales, être imposées par la commune aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. C'est ce qui va répondre à la question qui a été posée précédemment par un élu. Donc là, on va pouvoir demander en fait de l'argent aux personnes qui ont dégradé les chemins ruraux. Le fait générateur réside dans une dégradation anormale chiffrée par la commune et qui, en cas de désaccord de prise en charge par le responsable, peut donner lieu à saisine du tribunal administratif. En complément de ces recettes, vous avez d'autres ressources budgétaires, mais attention, depuis le 1er janvier 2015, le régime de la participation pour voirie au réseau, donc les PVR, ne peuvent plus être instaurés et le dispositif financement de l'aménagement repose principalement sur la taxe d'aménagement, dont le taux doit être fixé ou éventuellement modifié par délibération prise avant le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. Donc, je vois que le temps file, donc j'avance et puis on pourra répondre à vos questions plus tard. Alors, là, on va passer à 2 sujets assez sensibles pour vous les élus. Ce sont la gestion des ouvrages d'art, donc les ponts et les tunnels, et la surveillance des passages à niveau. Donc, lorsque, du fait de la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport,
La continuité d'une voie existante doit être assurée par un ouvrage, donc un tunnel ou un pont. La loi du 7 juillet 2014 indique qu'une convention prévoit les modalités de répartition des charges entre le gestionnaire de l'infrastructure nouvelle, qui est le responsable de l'interruption de voirie, donc c'est souvent la SNCF ou les Voies navigables de France ou les concessionnaires d'autoroutes, et le propriétaire de la voie, qui est souvent le maire. Pour la répartition des contributions, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art, donc du pont ou du tunnel. Mais ce principe, il est adaptable. Pour les ouvrages nouveaux, la quasi-totalité des communes sont dispensées par la loi du financement de l'entretien et de la maintenance des ouvrages rétablissant les voies. Et ces ouvrages nouveaux sont assez rares, alors que pour les ouvrages anciens, c'est les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la loi de 2014 qui continuent à s'appliquer. En l'absence de convention de financement, et c'est hélas trop souvent le cas, un recensement commune par commune des ouvrages non conventionnés est disponible sur le site du ministère de l'Environnement. Je vous mettrai dans le chat le lien de ce recensement. Donc la loi de 2014 prévoit que les charges liées aux ouvrages d'art de rétablissement des VA doivent être réparties entre, d'une part, le gestionnaire d'une infrastructure de transport nouvelle et, d'autre part, le propriétaire de la voie de communication préexistante, interrompue ou affectée par la nouvelle infrastructure. Elle confie un rôle de médiateur au préfet, au préfet de département en cas d'échec de la négociation de la convention. Donc, pour favoriser une convention entre la commune ou le PCI et les propriétaires des infrastructures, donc les voies ferrées, les canaux, les autoroutes, un décret de 2017 prévoit une procédure de médiation qui peut être demandée dans le cadre de la répartition des charges. Donc, pour résumer ce chapitre qui est assez technique, il faut que vous vérifiez que pour vos ponts, enfin vos ouvrages d'art, s'il y a l'existence d'une convention. S'il n'y a pas de convention, c'est vous qui avez la charge de l'intégralité de l'entretien des ouvrages d'art. Donc, pour répartir cette charge entre, par exemple, la SNCF, les Voies navigables de France ou les concessionnaires d'autoroutes, pensez à demander une convention avec ces gestionnaires. L'entretien des ponts, il est primordial, et l'accident de Gênes, il y a quelques années, qui a été dramatique, nous a rappelé l'intérêt et l'urgence d'entretenir nos ouvrages d'art. Donc, si jamais vous n'avez pas de convention et que l'entretien d'un ouvrage d'art, du coup, est à votre charge et qu'il est trop lourd pour vous de supporter cet entretien, l'AMF vous encourage à limiter le tonnage sur ces ouvrages d'art, ou alors même d'interdire l'accès, ou de proposer un itinéraire bis. Donc, un autre sujet sensible, c'est la surveillance des passages à niveau. La France compte plus de 15 000 passages à niveau, dont plus des 2/3 sont situés sur des voies communales ou intercommunales. La priorité absolue est reconnue au chemin de fer par le Code de la route, ce qui constitue un principe fondamental sur lequel repose la sécurité des passages à niveau. L'attention des élus, dont la commune est dotée d'un passage à niveau, doit être appelée sur la visibilité de la signalisation réglementaire. Le gestionnaire de la voirie routière doit régulièrement s'assurer que la signalisation réglementaire est bien en place, qu'elle n'est pas dégradée et qu'elle est visible par tous les usagers auxquels elle s'adresse. L'entretien de la signalisation, c'est-à-dire la surveillance, le nettoyage, la restauration et le remplacement des signaux usagés, incombe au gestionnaire routier lorsqu'il s'agit de la signalisation avancée et au gestionnaire ferroviaire lorsqu'il s'agit de la signalisation de position. Alors attention, les mesures d'interdiction de stationner aux abords d'un passage à niveau, la suppression des masques végétaux et de la publicité relèvent quant à elles de la responsabilité du pouvoir de police du maire. La commune devra également veiller, lors de projets d'aménagement urbain, à limiter la plantation d'arbres hauts et à maîtriser la mise en place du mobilier urbain aux abords des passages à niveau. Si la commune est confrontée à une mauvaise visibilité du passage à niveau en approche, des études d'aménagement peuvent être menées en concertation avec les gestionnaires ferroviaires, donc la SNCF, afin d'améliorer à long terme la perception du passage à niveau ou encore de le supprimer. En cas de franchissement difficile, la municipalité peut mettre en place diverses mesures, toujours en concertation avec le gestionnaire ferroviaire. Elle peut par exemple implanter une signalisation de danger adaptée,
instaurer une limitation de vitesse sur la voirie routière à l'approche du passage à niveau. Elle peut aussi imposer une alternative de circulation, donc un itinéraire bis, comme vous le conseillez pour les ouvrages d'art. Interdire la traversée de ce passage à niveau à un certain type de véhicule en mettant en place un plan de circulation adapté. Et elle peut aussi effectuer des travaux lourds de rectification de virages ou d'élargissement des accotements aux abords du passage à niveau. Dans ce cas, il est nécessaire au préalable de prendre contact avec l'exploitant ferroviaire afin de coordonner les travaux avec ce dernier. Il convient de rappeler que les préfets invitent les maires à réaliser des diagnostics sur leur passage à niveau, et ce diagnostic est obligatoire. En conséquence, pour un passage à niveau situé sur une voie communale, la réalisation du diagnostic du passage à niveau relève de la responsabilité du maire, de votre responsabilité. Pour un passage à niveau situé en agglomération ou sur une route départementale, la réalisation du diagnostic devra être faite par le conseil départemental. La présence des services techniques de la commune à l'inspection est vivement recommandée. L'inspection sur le terrain doit être réalisée en concertation avec le gestionnaire ferroviaire. L'inspection d'un passage à niveau est l'outil privilégié de réflexion préventive sur les risques que présente un passage à niveau. Elle permet en particulier de vérifier les points de vigilance cités précédemment. Il est donc vivement recommandé aux gestionnaires routiers, et plus particulièrement à vous les maires, de suivre avec attention et régularité les démarches engagées concernant l'inspection de vos passages à niveau. Est-ce que vous avez des questions sur la gestion des passages à niveau ou la surveillance des passages à niveau ou l'entretien des ouvrages d'art? Il n'y en a pas dans le chat. Il n'y en a pas? Parfait. Bon, alors je continue. De toute manière, on est rendu. J'ai bientôt fini. Donc, on va conclure cette présentation par le volet intercommunal de la gestion de la voirie et plus précisément par l'exercice de la compétence voirie par les intercommunalités. Donc, au sein des compétences dites supplémentaires, les communautés de communes peuvent recevoir des attributions en matière de voirie dont la loi détermine le contenu par la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie, après définition de l'intérêt communautaire que nous définirons dans le slide suivant. Il appartient donc aux communes et à la communauté de définir le contenu précis de la compétence en fonction du transfert des voies qu'elles souhaitent réaliser. Pour les communautés d'agglomération, au titre de d'une compétence supplémentaire, la loi a précisé l'étendue du transfert de compétences voirie. Donc, c'est la création ou l'aménagement et l'entretien de voiries d'intérêt communautaire, la création ou l'aménagement des gestions de parcs de stationnement d'intérêt communautaire. Pour les communautés urbaines, elles exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes. Donc, c'est la création, l'aménagement et l'entretien de voiries, la signalisation et la création de parcs et d'aires de stationnement. Il en est de même pour les métropoles, pour lesquelles s'ajoutent les abris de voyageurs. Donc, on va faire un rapide focus sur l'intérêt communautaire des voies. Donc, la compétence des communautés de communes et d'agglomération est nécessairement limitée aux voies reconnues d'intérêt communautaire. Il est important de définir les critères objectifs afin de fixer la ligne de partage entre les compétences communautaires et celles qui demeurent communales. Il est possible de concevoir plusieurs critères justifiant que l'aménagement et ou la création de l'entretien des voies soit d'intérêt communautaire. On peut prendre par exemple des critères géographiques ou des critères qualitatifs. Enfin, quelles sont les voies qui peuvent être transférées à l'intercommunalité? Il s'agit principalement des voies communales, telles que définies dans le Code de la voirie routière, c'est-à-dire des voies qui font partie du domaine public routier communal et qui sont classées comme telles à l'intérieur de l'agglomération comme à l'extérieur. Les chemins ruraux relèvent de la voirie des communes. Rien n'interdit le transfert à l'intercommunalité de voies relevant du domaine privé des communes si elles présentent un intérêt communal. Alors, les voies qui ne peuvent pas être transférées aux intercommunalités, il s'agit des voies privées situées en agglomération qui appartiennent à un ou à plusieurs particuliers réunis en indivision ou en association syndicale. C'est l'exemple, par exemple, des voies situées dans un lotissement et non classées dans le domaine public communal. De plus, ne peuvent être transférés les chemins et les sentiers d'exploitation qui, en l'absence de titre présumé, appartiennent aux propriétaires riverains. Les obligations de la
communauté gestionnaire des voies d'intérêt communautaire. Donc, l'intercommunalité aura des obligations vis-à-vis de ces voies. C'est-à-dire, elle devra réaliser des travaux d'entretien des emprises routières, donc l'entretien des chaussées, comme le rebouchage des nids de poules, le renforcement, etc., de la voie et des ouvrages de franchissement et de protection. Elle devra aussi procéder à l'élagage et à l'abattage des plantations situées en bordure de voie, au maintien en bon état d'usage des dépendances, comme le faussage, le débroussaillage, etc. Elle devra aussi assurer les nettoiements, le balayage des voies, le déneigement des voies. Elle devra aussi faire l'entretien de la signalisation de police et de direction des feux de l'éclairage public. L'intercommunalité aura aussi l'obligation de réaliser des travaux relatifs à l'amélioration de la sécurité routière, conformément aux arrêtés de police pris par chaque maire seul ou par le président de l'intercommunalité s'il est compétent. Donc, c'est le calibrage et la stabilisation d'accotements, l'aménagement de carrefours ou encore la création de glissières et de barrières de sécurité. Et il pourra aussi réaliser des pistes cyclables, par exemple. Donc, j'étais assez rapide pour pouvoir rentrer dans les temps. J'espère que je n'ai pas trop dépassé, Nathalie. Si vous avez des questions avant la présentation… Non, mais on est très bien, hein, on Ah, a d'accord. encore un peu de temps. S'il y a des questions, on peut prendre le temps et puis après, on va passer… Alors, sur la partie juridique, on va prendre les questions et ensuite, on passera à la partie technique avec Ah. Monsieur Plassard. Alors là, du coup, j'ai bien accès au chat. Donc, du coup, je remonte pour voir. Alors, attends, on va supprimer ton partage d'écran. Ah oui, pour pardon, que je vais le ça, faire. Hop, parfait. voilà, Donc, du coup, comme j'ai ça, accès. on pourra voir ton joli minois. Alors, bonjour à tous. Alors, Alors, moi, je n'en ai pas. Vous pouvez ouvrir vos micros et commencer à poser des questions. Question pour la de Centenay. Alors, qui est en privé, j'imagine, non? Parce que moi, je ne la vois pas. Non? Il n'y a pas de question pour Centenay? Non, bon, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Bon. Alors, là, j'ai une question. Un administré qui a fait construire en 2013 s'est acquitté de la PVR et a dû aussi balayer est-il normal de payer les deux taxes? Alors, ça, c'est une question qui m'est revenue. C'est deux choses différentes, la PVR et la taxe. Alors, c'est une bonne question. Je reviendrai vers vous après l'UDM. J'avais déjà eu cette question. J'avais demandé à la DGCL ce qu'ils en pensaient. Il faut que je voie avec le département des finances. Selon moi, il me paraît pas normal de payer les deux taxes, mais c'est sous réserve. Je reviendrai vers vous après, après avoir fait une petite enquête auprès de mon département des finances. De cumuler les deux taxes, ça me paraît étrange. Pour la mairie de Mer, faites-nous un petit mail à l'association des maires à l'adresse juridique. Et puis Lucie, notre juriste, se rapprochera de Lucie, de Louise Larcher pour vous communiquer les éléments de réponse si vous voulez bien. Comme ça, oui. on vous transmettra les éléments plus précis. Oui, parce que sur le cumul des taxes, ça me paraît… Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions pour Louise avant que nous n'abordions la partie intervention sur voirie? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. On vous entend très bien. Oui, bonjour. Je suis Guy Karpov, adjoint au maire de Coucheverny. Je voudrais revenir sur une question. Le droit de voirie pourrait être demandé pour des travaux, notamment parce qu'on va avoir des travaux importants sur une construction d'une résidence. On va dire le constructeur, il est obligé d'emprunter des chemins, enfin un chemin, on va dire communal, et où la voirie normale pour les gros travaux, c'est-à-dire avec des engins très lourds. Hein. Et au niveau pratique, bon, on a prévu de faire un constat d'état des lieux de ces voiries, mais jusqu'où on peut aller de façon que ces voiries soient des chemins soient maintenus en état de circulation, sachant qu'il y a des riverains qui habitent sur ces chemins-là, quoi.
Alors, pour bien comprendre l'espèce, il s'agit de chemins ruraux ou de Un voies chemin, oui, communales? un chemin communal. Alors, est-ce Classé comme, je sais pas, oui, il doit être classé comme chemin rural, je pense, hein. il Parce est qu'il y classé a, comme chemin rural? oui. Alors, dans ces cas-là, c'est les contributions, spéciales pour dégradation causée aux voies communales. Mhm. Alors parce que j'ai du mal à, visualiser en fait, la création d'échafaudages ou de bennes sur des chemins communaux, Mais là, mais c'est c'est surtout qu'il va passer des engins lourds, des camions, tout ça, parce qu'il y a des gros d'accord, déblais de terrassement. Donc, ils vont circuler sur ce chemin, notamment, hein. Donc, il y d'accord. a des conséquences obligatoires de dégradation parce que c'est un chemin qui est pas, qui est pas, qui est pas solide, quoi, on va dire, hein. On va partir pour des véhicules légers, ça va bien, mais pas pour des camions, quoi. Mmh mh. Alors dans ces cas-là, comme on l'a vu dans la partie technique de l'entretien, Mhm. vous avez droit de demander un état à la normale, un retour à l'état à la normale et vous pouvez fixer un tarif de droit de voirie. Donc c'est l'article, si vous souhaitez, 2333-4 dixièmement du CGCT, Mhm. qui vous permet de fixer des droits de voirie, qui sont du coup, votés par délibération du conseil municipal et qui permettent du coup, de pallier, les risques que suscitent du coup ces travaux, D'accord, dont, bah, l'installation, si j'ai bien compris, ou le stationnement d'engins de chantier du coup qui vont, affecter, cette voie, c'est ça? voilà, c'est ça, pendant D'accord, peut-être 1 an et demi, quoi. Voilà, ça va durer un certain temps. oui. Eh bien, vous pouvez, tout à fait, demander une contribution. C'est, D'accord, légalement, voilà, c'est légal et heureusement d'accord. d'ailleurs, parce que sinon, ça coûterait extrêmement cher à la commune d'assurer, Oui, toutes les remises en état de ces voiries suite à des travaux. d'accord. Ok, mais je vous remercie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vois une question dans le Oui. chat, Ouais. où apprend-on le statut juridique d'une voie? Bon, il y a un certain nombre de faisceaux d'indices, vous pouvez regarder sur votre cadastre. Aussi au niveau de la circulation, c'est généralement, par exemple, le statut, d'un chemin rural, déjà, il est hors zone, urbaine. Voilà, regardez vos cadastres, ils pourront vous indiquer les statuts des voies. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? alors sur les aspects juridiques, on pourra y revenir à la fin si jamais il y a des questions surviennent en cours. On va peut-être passer maintenant à la présentation de Monsieur Plassard sur l'intervention sur voirie. Est-ce qu'il est là? Monsieur Bizy aussi, je crois qu'il nous a rejoint. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment vous êtes organisé? Alors, Est-ce qu'on a un petit mot d'accueil oui, du président de Route de France qui est partenaire de Mairie 2000, je vous le rappelle? je vais introduire et puis Vous êtes dans le ensuite. noir, Monsieur Bizy. Ah, je suis dans le noir. Alors, Vous j'ai êtes trop de lumière derrière en moi, pourtant, il contre-jour. C'est pas grave. en contre-jour. Bon, désolé pour le contre-jour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je profite hein, de cette intervention déjà pour vous présenter mes meilleurs vœux hein, pour 2021. Espérons que on retrouve tous une vie normale assez vite, mais je pense qu'il va falloir être encore un petit peu patient avant de jouir de notre liberté retrouvée. Bien, donc c'est avec plaisir qu'on intervient auprès de vous, hein, élus locaux. Vous êtes, comme l'a dit Louise, confrontés à, vous avez beaucoup de responsabilités. On va essayer avec Christophe essayer de vulgariser un petit peu la partie technique, ce qu'est une route, et puis vous conseiller. Donc, Route de France, pour vous en dire deux mots, c'est
C'est un syndicat de spécialité qui regroupe toutes les entreprises routières en France, donc entreprises qui font des routes essentiellement, mais aussi du travaux publics. Et ensuite, on est une composante de la Fédération nationale des travaux publics. Bon, à titre, on va le voir après dans les slides, mais à titre d'information, sur Centre-Val de Loire, on représente à peu près 1500 personnes embauchées, hein, donc dans nos entreprises, et qui sont des emplois locaux. Donc, ça fait un certain nombre de familles, hein, qui vivent sur vos territoires. Voilà, donc je vais laisser se présenter Christophe, et puis on va dérouler, on a à peu près pour 20 minutes environ, puis après vous aurez peut-être des questions. C'est assez pratique, c'est une présentation assez simple pour vous mettre en familiarité avec ce qu'est une chaussée. Christophe. Donc, Christophe Plassard, je suis le président de la Fédération des travaux publics de Loire-et-Cher, donc délégation FRTP locale. On représente, nous, 1290 salariés qui sont essentiellement et qui habitent dans le Loire-et-Cher. Je vais donc vous partager la présentation. Tac. Est-ce que vous voyez tous? Très bien. Alors donc les routes, les rues, il faut savoir que c'est le premier réseau social, hein. Tout le monde l'utilise, hein. C'est un support de mobilité polyvalent, que ce soit les véhicules légers, les cyclomoteurs, les vélos, les autocars, les bus, les camions, les tracteurs et même les piétons, hein. Tout le monde l'utilise. C'est une ressource qui est utile, bien entendu, mais aussi vitale pour tous, notamment vos administrés, hein, pour pouvoir se déplacer. Ça représente globalement à peu près 17 km en moyenne par commune, et ça représente 1 million de kilomètres en France. Plus localement, en termes de région, c'est 66 000 km de voirie, hein, répartis entre autoroutes, routes nationales, routes départementales pour 28 000 km. Et localement, comme il vous l'a été présenté, le Loir-et-Cher, c'est 6 402 km de voirie communale et intercommunale. Les enjeux, ils sont divers, bien entendu. La partie, donc on va les décliner après, la sécurité, qui est l'essentiel, en tout cas, surtout qui est liée à votre responsabilité, on l'a vu tout à l'heure, la partie environnement, le confort et aussi, le dernier point, la pérennité. Alors, la sécurité, c'est l'affaire de l'usager. Alors, on a vu quand même, juste avant, Louise a bien insisté sur toute la responsabilité qui vous incombait en matière de sécurité, mais néanmoins, pour éviter les accidents, c'est d'abord l'usager. Bon, ensuite, on va expliquer, donc c'est l'infrastructure, hein, c'est la chaussée par elle-même. Si elle est en bon état, il y a moins de risques d'accident. Et enfin, c'est le véhicule, hein, un véhicule entretenu qui marche bien est certainement moins enclin à créer un accident. Donc pour l'infrastructure, la sécurité, c'est un revêtement en bon état, hein, donc un revêtement qui n'est pas déformé, où il n'y a pas de fissure ou d'une foule, où les véhicules peuvent rouler normalement. Et puis bien sûr, une signalisation verticale et horizontale adaptée, en bon état, lisible. Alors après, on a des solutions qui sont adaptées à des zones sensibles. Je pense au revêtement d'adhérence, de haute adhérence particulière, et puis des enrobés de couleurs qui peuvent, sur des zones particulières, attirer l'attention du conducteur. C'est aussi une connotation qui est liée à l'environnement, hein, notamment à travers le recyclage. Alors tout d'abord, des matériaux de construction et des matériaux de voirie. On recycle dans les travaux publics les anciennes chaussées, mais aussi les démolitions qui sont issues du bâtiment, qu'on peut réutiliser localement. Ça réduit effectivement l'empreinte carbone. Et aussi les agrégats d'enrobés. On recycle aujourd'hui les agrégats d'enrobés. Ils sont réexportés vers les centrales locales pour être recyclés dans les enrobés, jusqu'à 50% pour des enrobés chauds.
On développe aussi, pour réduire les consommations d'énergie et les gaz à effet de serre, les enrobés tièdes qui permettent de réduire la température des enrobés chauds de 160 degrés initialement à 125 degrés. Il y a un logiciel qui a été mis en place par l'État et les délégations des travaux publics. C'est un éco-comparateur SEV qui permet, quand vous le demandez au cours des appels d'offres, de réaliser une note qui est dédiée aux entreprises, à chaque entreprise, sur une note qu'on appelle une note SEV, qui permet de savoir un peu dans l'offre quelle importance on consacre à l'environnement. Et enfin, c'est ce qui existe. Le conseil départemental, localement, en a signé une. Vous avez possibilité, effectivement, à titre communal ou au titre comme communauté de communes, de signer des conventions d'engagement volontaire qui permet effectivement d'inculquer la volonté de faire attention un peu plus à la partie environnementale dans l'entretien de votre patrimoine. Le confort aussi, donc il se décline à travers effectivement des solutions qui peuvent être techniques. On peut s'intéresser par exemple à réduire le dégagement de bruit et on va s'intéresser à demander éventuellement des enrobés qui peuvent être phoniques, limiter l'émission du bruit. On peut réduire de 3 à 4 les décibels produits par la route, notamment plus dans les centres-bourgs, ou diminuer enfin pas l'évaporation, mais la présence d'eau qui peut venir rendre dangereux la sécurité des usagers à travers les enrobés qui peuvent être drainants. Ce qui est important aussi, c'est la signalisation, qu'elle soit bien visible et bien entretenue, que ce soit celle qui soit verticale, tout ce qui est panneau, ou horizontale, tout ce qui est marquage au sol. C'est important donc effectivement d'anticiper les besoins des usagers pour permettre effectivement une meilleure circulation de tous les usagers. Bien. Alors, pour avoir une route pérenne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la route soit étanche. Parce que l'eau, c'est l'ennemi de la chaussée. C'est l'eau qui va, dans bon nombre de cas, détruire une chaussée. Par temps de gel, lorsque l'eau s'infiltre et qui gèle, ça gonfle la structure et ensuite on a des problèmes de déformation, voire d'arrachement. Donc les sols sont sensibles à l'eau et lorsqu'un sol est gorgé d'eau, la portance diminue. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu important. Il faut avoir des chaussées le plus étanches possible. Ensuite, donc l'eau, elle peut endommager la structure de la chaussée par-dessus. C'est une chaussée qui est fissurée et l'eau s'introduit à l'intérieur, pénètre à l'intérieur de la structure de la chaussée, mais aussi par les côtés. Si les accotements sont pas faits ou sont mal faits ou sont orniérés, l'eau va stagner et va rentrer sur le côté de la chaussée et abîmer toute la zone sur laquelle il y a une voie de circulation, de roulement. Et du coup, on va avoir aussi des déformations. Et puis enfin, par-dessous, là, c'est une arrivée d'eau par le sol naturel. Et là, on va voir un peu ce qu'il faut pour éviter tout cela. Donc, slide suivant. Donc, alors, pour régler le problème pour faire en sorte que l'eau ne rentre pas dans la chaussée, il faut que la chaussée soit imperméabilisée. Donc ça, c'est le rôle de la couche de roulement. Il faut une couche de roulement en bon état. Pour que l'eau ne rentre pas sur les côtés de la chaussée, il faut que les accotements soient traités de la bonne manière, arasés. Comme ça, lorsqu'il pleut, l'eau passe sur les accotements et chemine dans les fossés. Donc, dérasement d'accotement et curage. Et ensuite, enfin, pour pas que l'eau arrive par le dessous, il faut que ce qui tire l'eau, c'est-à-dire les fossés, soit en dessous de la structure de la chaussée. Donc, il faut curer les fossés, éventuellement poser des drains, faire en sorte que l'eau ne reste pas à l'intérieur de la chaussée. Donc là, on va voir une coupe type d'une chaussée. Donc ça, c'est à peu près toujours comme ça. On a le sol naturel. Ensuite, on a une couche de forme, en principe, alors qui est
avec des matériaux de grosse granulométrie, voire des matériaux parfois traités. Si le sol dessous est très très mauvais, cette couche de forme peut être traitée au liant hydraulique. Ensuite, une couche d'assise, qui est souvent une couche en 0,40, 0,315, une couche de liaison qui peut être en grain bitume pour des chaussées importantes ou en couche de réglage plus fine. Et puis la couche de roulement, ça peut être la couche de roulement de l'enrobé à chaud, mais ça peut être également des revêtements plus légers, des enduits, bicouches, des ECF, des choses comme cela. Voilà, donc ça c'est en gros la structure type. Donc comment fonctionnent les chaussées? Alors, il y a deux grands types de chaussées. On va les classer. Il y a des chaussées souples qui sont activement traitées. Donc ça, on retrouve ces chaussées en particulier sur les voies communales. Et il faut savoir que sur les chaussées souples, lorsqu'on a des passages de charges importantes, poids lourds, gros engins agricoles, la chaussée se déforme verticalement de l'ordre de 1 à 3 mm. Et ensuite, la chaussée retrouve sa position initiale, ou à peu près. Donc ça, on va revenir sur la chaussée avant, le slide d'avant, voilà. C'est le comportement d'une plaque de caoutchouc posée sur si on veut faire une analogie, posée sur un matelas souple. Si la charge est trop lourde ou trop souvent répétée, le sol va se déformer sans reprendre sa position initiale. Voilà, donc ça, c'est les chaussées qui sont souples. Et ensuite, on a les chaussées qui sont semi-rigides. Donc ça, c'est des chaussées où il y a une déformation qui existe, mais qui est moins importante, de 0 à 0,5 mm. Donc la charge est mieux répartie parce que la structure est plus importante. Et là, on peut le symboliser, c'est le comportement d'une plaque de verre posée sur un matelas souple. Donc là, s'il y a une charge trop importante, il y a une fissuration par cassure qui apparaît, et c'est là où on perd l'internalité de la chaussée. Alors, bon, le coût d'une chaussée, la couche de roulement, c'est ce qui est au-dessus. Son prix, selon la technique utilisée, varie de 15 à 45 € du mètre carré, 15 € pour des revêtements plutôt hydrocarbonés, donc des monocouches, des bicouches, et puis 45 € sur des couches de roulement en enrobé à chaud. En dessous, ce sont les couches de structure qui font plusieurs dizaines de centimètres, qui peuvent parfois atteindre 1 mètre, sur des autoroutes ou des chaussées très circulées. Donc là, forcément, le prix varie plutôt de 150 à 500 € suivant la charge et le trafic qu'elles doivent supporter. Donc la pérennité, on l'a déjà dit, c'est l'affaire d'un diagnostic assez régulier pour repérer, voire essayer d'intervenir au bon moment avant que l'ouvrage soit détérioré, curer les fossés, on l'a vu, pour éviter que l'eau reste dans la structure, et puis évaluer, parce que parfois, et c'est le cas dans beaucoup de vos communes, vous avez des petites chaussées communales qui jadis n'étaient pas trop circulées et qui maintenant voient une circulation lourde, et surtout en particulier la circulation agricole, qui abîme vraiment les chaussées. Voilà, donc il faut connaître la connaissance du cycle de vie d'une chaussée pour apporter ensuite des solutions techniques. Donc les solutions pour les divers types de dégradation, usure de la couche de roulement, on perd de l'adhérence, déformation de chaussée également, on perd de l'adhérence. Et puis après, les problèmes d'étanchéité, c'est la fissuration de la couche de roulement qui provoque, après, on le voit sur les photos, les fameux nids de poules qu'on voit hélas sur nos chaussées, qui peuvent être aussi dangereux pour la circulation et pour les deux roues en particulier. Voilà, alors vous, messieurs et mesdames les élus, c'est vrai que vous avez, en plus de toute la charge et la responsabilité juridique, vous avez aussi un peu, vous portez un peu la dette grise, en fait, tout ce patrimoine qui a été fait avant vous et qui va continuer après vous, c'est aussi faire en sorte de conserver ce patrimoine dans le meilleur état, donc préserver votre actif. Et bien sûr, en face de ça, vous avez vous l'équation de la ressource
Et il faut essayer de faire bien sans dépenser trop, parce que vous êtes un des garants du denier public et vous ne pouvez pas dépenser à tout va. Il faut essayer de dépenser le mieux possible. Donc c'est aussi en connaissant bien le cycle de vie d'une chaussée et des solutions techniques qu'on va voir un peu, Christophe va nous en parler après, que vous pourrez anticiper vos besoins et faire une vraie politique d'entretien au bon coût. Voilà. Plus globalement, la politique d'entretien, c'est important effectivement de privilégier l'entretien préventif, en faire un petit peu et souvent, tous les 5, 6, 7 ans, en fonction de dégradation. Aujourd'hui, pour vous donner un titre sur les idées du coût de la voirie à neuf, les 6402 km de voirie du Loir-et-Cher, ça représente un coût, une estimation à valeur à neuf qui coûte 10 milliards 900 millions d'euros. Donc aujourd'hui, renouveler des couches de roulement complètes, Philippe l'a présenté tout à l'heure, entre 150 et 500 euros pour reprendre une structure complète, il faut éviter d'y arriver. C'est ce que se montre ce diagramme qui a été monté par des offices publics, qui montre bien effectivement qu'aujourd'hui on investit à la date zéro, donc on a effectivement la date des années qui va de 0 à 20 ans, avec un état de la chaussée. Donc on vient travailler sur une voirie neuve, on fait une voirie neuve, et effectivement au bout de 7 ans, elle se dégrade. On a l'apparition de certaines fissures sans gravité, parce qu'on n'a pas de déformation, donc pas d'arrivée de déformations qui sont liées à la structure. Donc la remise en place de travaux pour rendre étanche une chaussée, c'est des coûts qui sont à moindre coût par rapport à la réfection totale d'une chaussée. Et effectivement, par empirisme et par calcul, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur la vie d'une chaussée, sur 15 ou 20 ans, là où en 15-17 ans, on est censé mettre 1 euro à titre symbolique pour entretenir une voirie, si on laisse péricliter les voiries, 7 ans, 10 ans, 15 ans après, il faut mettre 10 fois plus d'argent pour pouvoir refaire à neuf une voirie. Il est donc essentiel et impératif, effectivement, de faire régulièrement un petit entretien de vos voiries pour éviter des surcoûts pour les générations à venir ou même aujourd'hui pour certaines peut-être de vos voiries. L'état des déformations et de la structure de voirie, effectivement, on s'en rend compte. Au début, ça peut être un usure simple du revêtement, des fissures qui apparaissent. Donc là, effectivement, l'ennemi principal, c'est l'eau. Donc c'est important de venir entretenir et étancher vos chaussées. Et après, ça peut effectivement avoir des conséquences qui sont plus dramatiques quand vous avez le revêtement qui s'arrache par plaque, des déformations donc, qui sont des effets qui sont liés à des structures ou des dégradations structurelles plus importantes qui va nécessiter forcément après la rénovation complète de la structure d'une voirie. Donc l'exemple reformalisé, les premières fissures effectivement qui arrivent, là, un pontage simple, une étanchéité de la fissure, ça suffit. Et puis après, rendez-vous dans 3, 4, 5, 7 ans. Si vous laissez effectivement, on observe après du faïençage, donc on multiplie les fissures, le sol porte plus et se comporte comme une éponge, il devient souple et le revêtement il faïence et donc du coup il est plus sensible à l'eau sur une plus grande surface. Si on laisse, on a de l'arrachement qui va commencer à arriver, donc des plaques qui vont commencer à se retirer, et là ça devient non sécuritaire pour vos usagers, voire même après avoir des problèmes structurels. Une chaussée dans cet état-là, il faut refaire tout à neuf. Et donc c'est des coûts, là où le coût d'un enrobé, je viendrai sur les tarifs après, c'est 15 euros du mètre carré, on ne peut pas appliquer un enrobé là-dessus, donc il faut tout reprendre, et on passe à des coûts à plus de 150 euros du mètre carré. Donc effectivement, pour avoir une bonne gestion entre guillemets, de votre portefeuille, il faut être impliqué dans l'entretien général ou ponctuel de vos chaussées, maintenir un bon état de vos chaussées régulièrement, préserver le rôle protecteur des couches de fondation et donc assurer l'étanchéité, comme on l'a présenté tout à l'heure, de la couche du roulement du dessus, boucher les fissures ou les faïençages, même aussi prendre et entretenir vos accotements. Les accotements, ils doivent être toujours plus bas que le niveau de la voirie. Si ce n'est pas le cas, votre eau il va s'infiltrer sur les bords et vous allez avoir des affaissements sur le bord de vos voiries.
Et donc, c'est important effectivement d'assurer les conditions de sécurité. En tout cas, c'est votre devoir et vos obligations sur la partie sécurité des chaussées. Alors, les différentes techniques qui existent en termes de traitement de ces problèmes, de la moins chère à la plus chère, la première, c'est le pontage. Le pontage, c'est l'injection dans les fissures localisées d'un produit bitumineux, donc du bitume à chaud, hein. On vient souffler dans les fissures et on injecte du bitume, hein. Donc ça, c'est localisé, hein. Ça s'applique à la main avec une machine qui vient appliquer le mastic dans les fissures. La deuxième solution, c'est le PATA, donc c'est le point tâtant automatique. Donc c'est utilisé avec un camion qui vient mettre une couche d'étanchéité à base de bitume, donc de l'émulsion, et un gravillon par-dessus. Ça a l'avantage aussi d'être des réparations qui sont localisées, donc on peut traiter des voiries communales complètes en juste maintenant que de la petite fissuration, en bouchant que de la petite fissuration. Donc le début des fissures, du faïençage ou des arrachements peuvent être traités par cette technique qui est vraiment superficielle. S'il y a à reprendre plus globalement la couche de roulement, la première technique qui va venir, s'il n'y a pas de déformation structurelle, hein, que l'eau s'écoule, mais c'est juste une usure qui rend vos chaussées perméables, vous pouvez mettre un ESU, donc c'est un enduit superficiel d'usure, plus communément appelé aussi un monocouche ou un bicouche, où on va appliquer en généralisé, hein, sur des portions complètes, une émulsion et un gravillon pour étancher les voiries. Technique un peu plus lourde, c'est les matériaux bituminés coulés à froid, ou aussi appelés ECF, enrobés coulés à froid. C'est une grosse machine qui va venir sur vos voiries pour appliquer et mélanger in situ du gravillon et de l'émulsion et appliquer un coulis qui, lui, va venir, alors pas reprofiler et pas structurer vos chaussées, mais venir effectivement les étancher. Haute technique, donc là on rentre dans la partie des bétons bitumineux qui peuvent être entre guillemets à froid. Alors à froid, ça veut dire à l'émulsion. L'émulsion qui effectivement permet sur vos chaussées souples de maintenir un produit qui lui va être aussi plus souple et pouvoir suivre la déformation de vos chaussées, et qui reste adapté par contre que pour des trafics moyens hors agglomération, et qui va lui permettre d'étancher vos chaussées, mais là pour le coup aussi pouvoir reprofiler vos chaussées. Les deux produits, après, on rentre dans la gamme des enrobés à chaud, donc des enrobés, un mélange de granulats et de bitume chauffé en centrale d'enrobé. Les premiers, c'est les BBTM, les bétons bitumineux très minces, 2 cm et demi maximum, et les BBM 3 à 4 cm. Ça, c'est des techniques qui sont quasiment pas utilisées sur le réseau routier communal, parce que pour ce faire, il faut des chaussées rigides, donc avec des structures de 40-50 cm, ce que vous avez quasiment pas dans l'ensemble du territoire du Loir-et-Cher. Donc les enrobés chauds qui sont appliqués, c'est plus communément des BBSG, donc des bétons bitumineux semi-grenus, où là, pour le coup, on va appliquer 6 cm d'enrobé chaud en couche de roulement sur vos voiries. Idée prix, le pontage ou le PATA, donc c'est des techniques très superficielles, hein. Le pontage, c'est des coûts qui sont de l'ordre de 53 € du mètre carré, du mètre linéaire, pardon, donc pour traiter ponctuellement des fissures localisées. Le PATA, c'est des coûts, c'est vendu souvent à la tonne d'émulsion appliquée. Donc c'est une machine qui va appliquer localement, hein, pareil, sur des bandes de 50 cm, on va dire, mais étalées sur une commune, de l'émulsion et un gravillon. Donc ça, c'est des choses qui se vendent en termes de coût à 1 500 € à peu près la tonne, entre 1 000 et 1 500 € en fonction de l'éloignement et des quantités à réaliser. Ça reste essentiel, effectivement, ces deux techniques qui sont sur des surfaces complètes, des techniques qui sont à moindre coût, mais qui permettent, pour un budget des fois de 3 000 €, 4 000, 5 000 € annuels, de maintenir des kilomètres, 15 km, 20 km de voirie et de les prolonger à des fois à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, ça permet, c'est des techniques localisées, superficielles, qui permettent effectivement de limiter et de bloquer l'arrivée de l'eau dans vos structures.
Et après, on rentre sur les techniques généralisées. Un enduit en ESU superficiel, donc en pleine largeur, c'est à peu près 4 € du mètre carré. Hein. Là, on ne reprofile pas. Les ECF, les enrobés coulés à froid, on est autour de 6 € du mètre carré. Et encore une fois, là, on ne reprofile pas les chaussées. Les bétons bitumineux à l'émulsion qui viennent reprofiler et rétancher vos chaussées, c'est à peu près du coup du 8 € du mètre carré, hein, sur des épaisseurs de 4 cm à peu près, 3-4 cm. Et les BBSG, les bétons bitumineux, à peu près sur 5, 6 à 7 cm, pour un coût de 13 € du mètre carré qui viennent, pour le coup, étancher, reprofiler et voire même des fois renforcer vos voiries. Est-ce que vous avez des questions? Allez, c'est parti pour les questions. Merci pour vos interventions respectives déjà. C'est bien cet effort de pédagogie. Et puis, c'est très pratique. Est-ce que ça vous a permis de comprendre un peu mieux ce qu'est une chaussée? Ou oui, c'est bien d'avoir votre retour. Alors, on va demander aux élus. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'était clair? C'est vrai que c'est très intéressant parce que déjà pour connaître les intitulés, là, savoir ce qu'on parle, non mais c'est très très bien. Vous aurez la présentation, bien entendu, qui sera à votre disposition pour... bon, et s'il fallait refaire une séance plus personnalisée, Route de France est à votre disposition pour faire ça, hein, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a des questions, que ce soit pour Route de France ou pour l'AMF, pour Louise? Alors, j'ai répondu en privé, je me rends compte, à certaines questions dans le chat. Donc, il y a des réponses qui ne sont pas mises à tout le monde. Ah, eh bien, peut-être que tu peux... C'était privé ou c'était... Ah non, en fait, c'est pas privé, c'est des questions qui étaient publiques et je me rends compte, en fait, en répondant à la question, c'est en privé. C'est surtout le tableau de classement qui génère pas mal de questions. Donc, je me répète, hein, mais le tableau de classement n'est pas obligatoire. Et nous, on le conseille de le faire parce qu'il permet au juge de s'appuyer dessus s'il y a un besoin d'identifier une commune, une voie communale, mais le tableau de classement n'est pas obligatoire. Donc voilà, et j'avais une question qui était posée sur le fait que ce tableau était transmis à la préfecture, donc j'ai répondu en privé. Et voilà. Non, je pense avoir répondu à toutes les questions. Alors, il y a une question, voilà. Caroline a répondu, oui, les documents, que ce soit ceux qui sont liés aux aspects techniques comme juridiques, seront en ligne sur le site, comme d'habitude, comme l'enregistrement qui pourra être revisionné en replay par ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Cette crise sanitaire nous crée beaucoup de problèmes dans notre organisation. Par contre, pour le coup, on peut dire que ce genre de réunion, il y a quand même un vrai intérêt. Je pense que c'est assez clair et puis ça a évité beaucoup de déplacements des uns et des autres et on a fait finalement un peu des économies carbone tous en assistant. Enfin, après, il y a aussi les usines qui tournent, enfin les centres de traitement qui doivent faire du CO2, mais bon, c'est quand même plutôt bien. C'est au moins, si on veut être un peu optimiste, la bonne chose de cette crise sanitaire. Ben voilà, vous faites partie de ceux qui voient le verre à moitié plein. Ah, il faut, hein. C'est bien. Et puis c'est intéressant aussi parce qu'on... Enfin, tout confondu, pas seulement celle-ci, mais toutes les visios qu'on a pu organiser sont revisionnables. Et ça, alors, Ouais. je n'ai pas les chiffres exacts sur le site, sur la chaîne de Caroline, mais nous, à notre niveau, on a recensé près de 12 000 revues, enfin, replay, visionnage de replay, toutes vidéos confondues, bien sûr. Hein. De Caroline, toi, je pense que tu dois en avoir pas mal aussi. Oui,
j'ai pas non plus les chiffres, mais en effet, il y a quand même régulièrement des élus qui nous interrogent pour vérifier, pour savoir où sont les vidéos. Voilà, donc on sait qu'elles sont régulièrement consultées, visionnées, et puis c'est vrai, ça permet voilà, que les élus aient encore une fois quelques clés, même si ensuite on refait des formations sur de nombreux sujets. Mais en tout cas, ceux qui ne peuvent pas toujours suivre toutes les formations pour des questions de timing, des questions d'emploi du temps autres, des questions budgétaires, ça leur permet aussi d'avoir des éléments. Et puis parfois, sur un sujet pour lequel les élus n'ont pas de délégation et ne veulent pas forcément suivre de formation, ça leur permet d'avoir des éléments quand même précis pour savoir un peu de quoi on parle quand c'est abordé en conseil municipal. Et je pense que c'est très intéressant pour les nouveaux élus et aussi pour les anciens. Donc, merci encore pour la qualité de votre intervention, que ce soit l'AMF ou Route de France. Merci. Je Merci vous salue tous. Je dois vous quitter parce que j'ai une autre réunion qui va démarrer. Merci encore et restons tous optimistes. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Bah, Caroline, je pense qu'il n'y a plus de questions. On va pouvoir, je pense, clore ces universités d'ailleurs, puisque et je te laisse donc le mot de la fin. Eh bien, un grand merci en tout cas à toutes et tous pour votre participation active quand même à ces nombreuses universités. Voilà, et puis un merci tout particulier aux partenaires de Mairie 2000 et puis à Mairie 2000 et à toi Nathalie pour l'organisation de ces visioconférences. Je pense qu'on en a fait au moins 10, 12 je crois, donc et puis voilà, c'est très intéressant pour tout le monde, donc merci à tous. Bonne continuation, bonne journée, puis à bientôt pour nos autres formations et nos autres rendez-vous. Eh bien, au revoir à tous et bon mandat, c'est le moment de le dire. Exactement. Bon mandat à tout le monde. Merci Madame la Directrice. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne journée.